Soyez les bienvenus dans la troisième partie de Soir Info. Nous sommes toujours en direct avec David Corcero, député MoDem du Val d'Oise, Sébastien Ligné, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Et puis nous accueillons Anne-Héry Lepallec, bonsoir. Vous êtes maire Les Républicains de Chevreuse. Et puis William T, président du think tank Le Millénaire. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Nous allons maintenant aborder l'élection présidentielle qui arrive, continuer d'évoquer 2022. Monsieur Lecoq, qui représentait Les Républicains dans la deuxième partie de cette émission, nous disait, étant donné le bilan du président de la République, si j'étais à sa place, je n'oserais même pas me représenter. On sait qu'Emmanuel Macron est clivant, on l'a vu tout au long de ce quinquennat, il y a eu des contestations importantes dans le pays. Sébastien Ligné, est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron suscite plus de rejet que ses prédécesseurs ? Ça dépend lequel. Je pense que monsieur Hollande, malheureusement, n'a pas pu se représenter et Nicolas Sarkozy a échoué au second tour. Mais je pense qu'il est plus dans un cas similaire à monsieur Sarkozy, que ce soit dans les chiffres ou même dans la personnalité, dans ce qu'il représente. Les gens, quand on les interroge, les Français, sur ce qu'ils n'aiment pas chez Emmanuel Macron, c'est exactement les mêmes termes que ce qu'on reprochait à Nicolas Sarkozy. C'était l'excès d'autorité, c'était un charisme néfaste, une espèce Ils étaient aussi caricaturés en président des riches. Oui, président des riches, et puis même une attitude envers les Français que certains trouvaient un petit peu hautain, un petit peu déplacée. C'est exactement les mêmes choses qu'on reproche. Je ne pense pas qu'il clive plus que François Hollande. Enfin, si, peut-être qu'il clive plus. Il est moins détesté que François Hollande, qui a fait exception et qui a fait unanimité contre lui. Ce qui est quand même assez fort. Est-ce que ça veut dire que vous prédisez à Emmanuel Macron une défaite au second tour ? Non, je ne lui prédis rien. Emmanuel Macron, il a une grande chance, c'est que c'est son coup de maître, c'est qu'il s'est placé au milieu, on va dire. Et aujourd'hui, on le voit, c'est fabuleux. Sa courbe, depuis 2 ans, elle est stable. C'est-à-dire que peu importe la configuration, peu importe le Covid, la crise, les gilets jaunes, il est toujours entre 23 et 25%. C'est-à-dire qu'il a un socle électoral qui est d'une stabilité affolante. Et ça s'explique d'ailleurs. C'est parce que c'est exactement la même base que celle avec laquelle il a gagné en 2017. Donc ça se comprend très bien. Maintenant, Emmanuel Macron, politiquement, il n'a aucun intérêt à ne pas se représenter, puisqu'aujourd'hui, dans toutes les cas de figure, il gagne. Donc je veux bien qu'on parle de l'intérêt supérieur de la nation et du fait qu'un président doit se regarder dans le miroir, etc. Si c'était le cas, j'en serais le premier avis. Aujourd'hui, la réalité, c'est que reste un politicien, et qu'en très bon politicien qu'il est, il va s'apercevoir que face à Éric Zemmour, face à Marine Le Pen ou face à Xavier Bertrand, il gagne. William T, quel bilan est-ce que vous faites du président de la République ? Nous, on va analyser le bilan d'Emmanuel Macron par rapport à ses promesses de 2017 et par rapport au livre qu'il avait écrit Révolution. Emmanuel Macron avait analysé les blocages de la société française, il parlait de corporatisme, de société bloquée. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un Français de classe moyenne ou de classe populaire, vous pouvez vous élever dans la société grâce à Emmanuel Macron ? Je ne pense pas. Quand vous regardez l'action d'Emmanuel Macron à l'étranger, la place de la France en Europe et la place de la France à l'étranger, est-ce qu'Emmanuel Macron a réussi à réformer depuis son discours de la Sorbonne la zone euro et l'Union européenne ? Il n'a pas réussi. Est-ce qu'il a réussi au Liban ? Au Liban, on a perdu notre position. Maintenant, c'est le Hezbollah qui tient le pays. Est-ce qu'il a réussi à tenir les accords d'Iran ? Il a échoué sur l'Iran. Sur le Sahel, nous avons un recul de notre position par rapport à celle de François Hollande lorsqu'il a quitté le pouvoir. Par rapport à notre relation avec les États-Unis, elle est moins bonne qu'à l'époque où François Hollande a quitté le pouvoir. Par rapport à notre relation avec la Russie, notre relation avec la Russie est pire parce que nous avons accentué les sanctions et nous avons accentué les clivages entre ceux qui étaient pour le soutien avec la Russie et ceux qui étaient contre le soutien de la Russie, dans la mesure où il n'a pas réussi à amener l'Allemagne et les pays d'Europe de l'Est avec lui. Par rapport à la Chine, notre position s'est dégradée dans la mesure où nous n'avons pas réussi à nous introduire comme un partenaire d'équilibre entre les États-Unis et la Chine. Sur la question des réformes économiques, il n'a pas réussi à faire de réformes structurelles, il n'a pas réussi à baisser la dépense publique, il n'a pas réussi à baisser les impôts, c'est même le contraire, on a augmenté sur tous les plans. Alors est-ce que depuis 5 ans, la France est en meilleure position, oui ou non ? Je pense que la France est dans une moins bonne position relative, dû égard aux gilets jaunes, à la crise sanitaire. La France sort affaiblie de la crise sanitaire, de la crise économique et sociale. Anne-Héry Lepallec, est-ce qu'il y a quand même quelque chose, quand on vous entend, on a l'impression que tout est noir, que tout est sombre dans notre pays. Est-ce qu'il y a quand même des choses à mettre au crédit du président de la République ? On imagine que oui. Je ne suis pas sûre que je sois la meilleure personne pour mais vous répondre. C'est pour ça que je vous pose la question à vous, précisément. Merci. Alors, vous avez, Monsieur T vient d'évoquer essentiellement des points de politique extérieure, avec lesquels je suis tout à fait en accord. Après, les gens qui auront voté au mois d'avril, puisqu'on a l'habitude de dire au mois de mai, mais là c'est un petit peu avancé, les gens qui ont voté au mois d'avril, on sait que la politique extérieure fait un peu l'image de la France, mais n'est pas déterminante dans le choix des habitants. Qu'est-ce qui restera du quinquennat d'Emmanuel Macron ? Il restera, si on regarde 2 ans en arrière, effectivement la crise sanitaire,
où j'ai pas l'impression que la France se soit énormément démarquée des autres pays, avec une gestion, et je pense qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure, une gestion peut-être sans vision. Ça sera l'objet de la dernière partie de cette émission. Voilà, il restera, si on remonte un petit peu avant, 1 an et demi complètement obscurci par les gilets jaunes. Finalement, à la France, depuis 4 ans, c'est ça. Sur 5 ans de mandat, c'est 2 ans de gilets jaunes, 2 ans de crise sanitaire. Et puis, si on remonte un petit peu avant, alors même si ça revient un tout petit peu d'actualité, rappelez-vous, les gilets jaunes ont complètement étouffé quelque chose qui aurait pu être assez explosif aussi pour le président de la République, qui était l'affaire Benalla. Ça a complètement disparu. Qui vient d'être condamné par la justice. Voilà, pour une partie. Il a fait appel. Voilà, pour une partie, enfin pour la place de la Contrescarpe. Oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui restera ? Moi, j'ai l'impression que dans la tête des gens qui se déplaceront pour aller voter, la suppression de la taxe d'habitation, c'est peut-être la seule mesure emblématique qui restera du quinquennat. Et là, je vais prendre une position d'élu local. Pour nous, élus locaux, c'est juste un drame absolu, la suppression de la taxe d'habitation. Ça a été une mesure Alors effectivement, on rend du pouvoir d'achat sur des arguments que j'ai toujours pas compris. Pour nous, ça a été de la pure démagogie et ça a juste permis de distendre encore un petit peu plus le lien entre les contribuables, les électeurs et les habitants d'une commune. David Corsero, la question que les électeurs vont se poser au moment de voter est la suivante. Est-ce que nous vivons mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans ? Quelle est votre réponse ? Écoutez, je vais juste pas répondre sur tout ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il y Non, a un moment. non, on n'a pas le temps de le faire. Les électeurs voteront et décideront. Moi, je retiens une mesure. Enfin, vous, en tant qu'élu local, c'est quand même. Il y a aux agriculteurs une meilleure retraite qui est mise en place et c'est un des points. Non, mais pardon. Non, mais pas d'habitation, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr et certain que. Autour de la table, il n'y a personne qui vous dira que ça a bien été fait. Mais c'est toujours comme ça. Si on ne le fait pas, on doit le faire. Quand on ne le fait pas, il faudrait le faire autrement. Et quand on le fait, c'est soit pas assez ou soit trop peu. Madame, et la politesse à côté. Moi, je vous écoute et il y a la même chose pour moi. Comme ça, ce sera plus facile. Juste parce que j'ai peut-être raté quelque chose. Est-ce que je peux finir ma phrase ? C'est un débat. Dans un débat, on écoute et après on... Oui, elle vous interpelle sur une question précise. C'est que la réforme des retraites n'a pas été faite, par exemple. Elle n'a pas été faite parce qu'elle n'a pas pu être faite, simplement. Moi, j'aurais bien aimé que aussi on parle, parce qu'on peut parler de plein de choses qui n'ont pas été faites à cause du Sénat. Vous voulez qu'on en parle aussi ? Non. Ah bon, alors on peut en parler aussi. Par contre, moi, je veux bien que vous répondiez à ma question. Est-ce que les Français vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans ? Oui ou non ? À mon sens, oui. À mon sens, oui. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plein de mesures sur le pouvoir d'achat qui ont été mises en place et qui fonctionnent. On peut voir que sur les jeunes, aujourd'hui, il n'y a jamais eu un chômage aussi bas. Donc aujourd'hui, moi, je vous réponds que oui. Mais ce qui est intéressant, c'est quel bilan faut-il tirer ? On a parlé des mesures fortes, c'est vrai qu'il y en a très peu. On pourrait ajouter la mesure des kilomètres, qui a quand même provoqué, qui est à la base quand même des gilets jaunes, avant l'essence. Il ne faut quand même pas oublier que cette réforme des 80 km/h a provoqué de nombreux remous. Pour moi, le symbole de ce mandat, on va dire qu'il est quasiment fini, ça reste quand même le « en même temps ». C'était sa grande promesse de campagne depuis le début, le « en même temps », être à la fois de droite et de gauche. Et en fait, on s'est très vite aperçu que derrière les beaux discours, derrière cette image qui finalement est assez belle de se dire on va faire l'union entre la droite et la gauche, évidemment elle est impossible à mettre en place et on l'a vu. C'est en même temps qui est devenu impossible et caricatural. C'est le président des compromis, c'est le président de l'amateurisme d'une certaine manière. C'est le président qui nous promet une souveraineté européenne, qu'est-ce que ça veut dire ? Et la réindustrialisation de la France. C'est le président qui nous promet l'identité française et la sauvegarde de l'identité française, des cultures françaises, et qui en même temps nous parle du multiculturalisme. C'est le président qui nous parle de l'euro, mais qui nous parle aussi du pouvoir d'achat. Vous comprenez bien que sur plein de sujets, il a été extrêmement contradictoire. Je pense que ce qui restera d'Emmanuel Macron, c'est ça, c'est la contradiction permanente. Je voudrais qu'on écoute maintenant Gérard Larcher qui pose une question qu'Éric Zemmour pose en disant que la France est en danger de mort. Alors Gérard Larcher le fait avec des mots et des termes qui sont différents, mais Gérard Larcher se demande ce qui peut encore rassembler les Français dans les prochaines années. Écoutez, on en parle après. Existera-t-il encore une communauté nationale avec ses valeurs, avec sa culture, avec sa capacité à s'ouvrir aux autres aussi? Ça n'est donc pas une conception enfermée ou refermée. Est-ce qu'elle existera? Et est-ce que nous répondons à cette question? Et c'est une réalité, nous n'avons pas pleinement répondu à cette question. Bon, d'abord, David Corsero. Aujourd'hui, la France, les Français sont profondément divisés. Ça, c'est un constat que tout le monde fait. Il y a une unanimité là-dessus. C'est un échec sévère pour le président de la République qui a été élu en 2017 en disant précisément qu'il voulait rassembler, apaiser la France. Là, clairement, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Alors écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, on a un effet
qu'il y a la crise sanitaire, qui montre que quand les Français se rassemblent de plus en plus, ont envie de se retrouver de plus en plus entre eux. Après, vous savez, c'est toujours pareil. Quand on veut faire une réforme, c'est toujours ceux qui sont concernés qui ne veulent pas qu'on la fasse. Donc c'est facile. Mais là, je ne vous parle pas de réforme. Je vous parle d'un climat ambiant. Le climat ambiant, vous savez, c'est le climat aussi. Quand vous avez des pseudo-hommes politiques qui font que diviser et parler que d'immigration en permanence. Donc c'est la faute des autres, c'est pas la faute du président de la République. J'explique juste qu'aujourd'hui, attiser le feu en permanence avec les peurs ou quand on a d'autres opposants, quand il faut faire des mesures sociales qui ne veulent pas les faire ou les voter, c'est toujours pareil. Moi, je veux bien, hein. Vous savez, on ne peut pas reprocher de ne pas d'avoir fait peu de choses ou pas beaucoup de choses en 5 ans, parce que alors que 15 ans, ça n'a pas été fait. Hein. C'est tellement facile de dire ça. Hein. Vous savez, en 5 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Regardez, prenez le point de l'hôpital, on en parlera. On va en parler. Quand vous voulez. Annery Le Pallec, la France aujourd'hui, vous la sentez plus divisée, beaucoup plus divisée qu'il y a 5 ans? On sent que tout est très hyper réactif. Enfin, c'est-à-dire que la moindre, comme vous le disiez à l'instant, la moindre idée d'une réforme crée tout de suite des réactions, des blocages. Et comme on s'est laissé bloquer, et effectivement, je pense que ça date de ce quinquennat-là, mais c'est quand même quelque chose d'assez ancien. Hein. On a quand même laissé les choses se cristalliser et faire en sorte que le pouvoir politique soit un petit peu dépossédé parfois par le pouvoir de la rue, hein, comme on l'a observé pendant la période des Gilets jaunes, mais ça ne datait pas de là. Petit à petit, on est tombé dans une situation qui est celle qu'on vit aujourd'hui. Maintenant, je suis un petit peu surprise quand on m'explique, quand on entend que c'est la faute des autres. Vous parliez du Sénat tout à l'heure. Quand on a une assemblée avec une telle majorité, et puis quand on a également la propension à souvent enjamber le Parlement pour pouvoir décider, c'est un petit peu compliqué de rejeter la responsabilité sur le Sénat, enfin, à mon sens. Maintenant, est-ce que la France va mieux? Franchement, vous évoquiez dans l'heure précédente le général de Gaulle. Je retrouve un petit peu cette idée-là dans les propos du président Larcher. Aujourd'hui, la France n'a plus de projet commun, n'a plus d'envie qui catalyse, qui donne un corps à cette nation. On a des différentes communautés, différents intérêts, différents groupes, différentes chapelles, on aurait pu dire à une époque, qui ne cohabitent plus. Précisément, Sébastien Ligné, qu'est-ce qui, selon vous, peut encore rassembler les Français et leur donner le sentiment d'appartenir à une même communauté? C'est une excellente question. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème dans cette question, c'est pour qu'il y ait une communauté nationale, il faut qu'il y ait une nation. Et aujourd'hui, enfin depuis 30 ans, et c'est là où ça dépasse simplement Emmanuel Macron, vous pensez bien, on ne peut pas non plus lui jeter qu'il soit un petit peu coupable de tous les maux de la France, mais aujourd'hui la nation n'existe plus française. Pourquoi? Parce qu'on a fait absolument tout pour la détruire. On l'a fait d'un point de vue économique, de souveraineté avec l'Union européenne, où la France a perdu ses moyens d'agir sur sa monnaie, sur ses frontières, sur ses décisions. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que 8 projets de loi sur 10 qui arrivent au Parlement français sont des directives européennes. Donc vous pensez bien qu'aujourd'hui, la nation directive n'existe plus. Et aussi, ensuite, il y a le deuxième volet, c'est le volet identitaire. Depuis 30 ans, il y a un discours progressiste qui s'est installé. Et là, encore une fois, ce n'est pas que à cause d'Emmanuel Macron, mais il a exacerbé cette division. C'est depuis 30 ans, on fait prévaloir le droit à la différence. C'est-à-dire que la nation, normalement, elle est indivisible. Et depuis 30 ans, on la divise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on la divise par couleur de peau, on la divise par religion, on la divise par nom, par prénom, par langue. Et aujourd'hui, on n'a fait que diviser le racialisme, la propagande LGBT. Avec le droit à la différence, on revendique, on est tombé dans une société de revendication permanente. William T, sur ce sentiment d'appartenance à une même communauté. En fait, la difficulté, c'est que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, avant, nous avions 2 blocs, un bloc de gauche et un bloc de droite. Maintenant, on a ce que Jérôme Fourquet appelle une archipélisation de la France. C'est-à-dire que vous avez tellement de communautés qu'il est difficile de faire émerger un bloc commun. Mais pour faire émerger un bloc commun, De Gaulle l'avait dit, comment faire? Il ne peut pas y avoir de France sans avoir de grandeur de la France. Et en fait, la difficulté qu'ils ont actuellement, c'est comme on n'a pas un projet de grandeur nationale, c'est ce qui explique le malheur français, c'est ce qu'explique Marcel Gauchet, le philosophe. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la 4e et dernière partie de cette émission. Nous allons ouvrir cette fois une page consacrée à la crise sanitaire. À tout de suite. Tiens, je te file Arthur. Il y a des gaz, mais il est cool, hein. Waouh. On est super bien chez toi, Marco. Ouais, j'ai fait installer des radiateurs électriques Atlantique. Et depuis, il fait super bon à la maison. Regarde. Avec l'appli, là, tu peux tout contrôler. Alors? Alors, tout de suite, on est détendu. Bah ouais. Atlantique, on est bien chez vous.
Voilà, c'est installé. Ils sont à table, depuis qu'ils sont assis, ils rient, ils parlent ensemble. Et on n'existe plus pour eux. Ils sont à table chez McDo. Et voilà qu'on dépose les plateaux. Ils n'ont plus besoin de nous. Ils nous ont largués pour de vrai. Ils s'amusent mieux sans nous. C'est bon des mots. C'est si bon de se retrouver ensemble à table chez McDonald's. Du 3 au 15 novembre, fêtons Noël chez Mauboussin. Achetons une bague capsule d'émotion au prix incroyable de 295 € au lieu de 415 €. Alors vive, vive Mauboussin. Chez Carrefour, on a bien vu que vous aimiez le bio. Au début, c'était plutôt pour les enfants. Et puis, on s'y est tous mis, même les têtes en l'air. Y a pas un truc qui est tombé là? Ah, voilà. Et aujourd'hui, on aimerait surtout que le bio soit accessible à tous, même pour le chien. Alors, chez Carrefour, en activant la prime bio sur votre carte Carrefour, vous bénéficiez de moins 10% tous les jours sur tous les produits de marque Carrefour Bio. Carrefour. Je dors. Je dors. Les matelas Trianon en exclusivité à la compagnie du lit. Le dernier aspirateur Dyson V15 Detect est le seul équipé d'un laser qui révèle les poussières invisibles. Les filaments en fibre de carbone capturent les particules microscopiques. L'aspiration s'adapte intelligemment au niveau de poussière grâce à un capteur qui analyse chaque particule et optimise l'autonomie de la batterie. Son moteur hyperdymium génère une puissance d'aspiration de 240 watts pour le nettoyage en profondeur le plus puissant. Achetez directement auprès de ceux qui l'ont fait. Inscrivez-vous aux offres limitées sur Dyson.fr. Enchérissez sur vos passions sur Katawiki. Vêtements de luxe, montres, bijoux, objets emblématiques. Découvrez des objets d'exception sélectionnés par des experts et mis aux enchères. CNews, venez avec vos convictions, vous vous ferez une opinion. Pour choisir une nouvelle voiture, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Mais pour trouver la bonne assurance auto, on peut toujours compter sur... lesfurets.com. Il y a une femme dont je suis très proche, qui a une liaison avec le président des États-Unis. Comment savoir si c'est vrai? Oui, mais je l'aime. Monsieur le Président, connaissez-vous une femme appelée Monica Lewinsky? Je n'ai pas eu la moindre relation sexuelle avec cette femme. Chez Carrefour, on aime prendre soin de vous avec la crème de la crème. D'ailleurs, vous allez adorer la crème de jour Nectar of Bio, avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, à seulement 1,89 € à retrouver dans vos hypermarchés Carrefour et chez Carrefour Market. Les produits Carrefour, engagés pour le prix, engagés pour la qualité. Carrefour. Moi, c'est Roméo. Avant Feliway Optimum, je griffais souvent ici. Maintenant, c'est fini. J'avais l'habitude de faire pipi sur ce mur. Plus maintenant. Feliway Optimum. Pour une sérénité renforcée de toute la famille. Le jeu Monopoly Édition France est de retour chez McDonald's. Des millions de cadeaux sont à gagner, dont un scooter électrique, des cartes cadeaux, des produits McDo et bien plus encore. Et comme c'est 100% gagnant, c'est 100% content. Yes. Depuis le temps que j'avais envie de changer de voiture. Hein? Je vais déposer une annonce pour vendre la nôtre sur la centrale. Pardon? Ouais, c'est gratuit. Désormais, déposer une annonce sur La Centrale, c'est gratuit pour tout le monde. La Centrale, l'occasion, c'est un métier. I like it like that. Schweppes. Nouveau, découvrez votre tonique en version pink, au goût plus doux et fruité. Reviens, maman.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te remercier, papy, pour le virement. Orange Bank. K by Dolce & Gabbana. Soyez les bienvenus dans la 4e et dernière partie de Soir Info. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Nous allons ouvrir à présent une page sanitaire. Nous consacrerons quelques minutes à l'intervention mardi du président de la République qui s'adressera aux Français. Avant cela, je voudrais qu'on s'arrête sur la situation à l'hôpital. L'hôpital qui vivait déjà sous tension avant la crise sanitaire, mais qui connaît désormais une situation assez catastrophique par endroits. On voit tout cela avec Yann Effelé et on en parle après. Les lits fermés dans les hôpitaux, un nouvel instrument de mesure du malaise des soignants. Il y aurait actuellement 6% de lits vacants selon la dernière étude de la Fédération hospitalière de France. C'est moins que les 20% estimés par le Conseil scientifique début octobre. À l'heure où une 5e vague monte en France, les hôpitaux peuvent-ils faire face? Oui, selon le président de la Fédération hospitalière. Il s'exprime dans les colonnes du journal du dimanche. Une prochaine vague atteindrait des hôpitaux encore plus mal en point qu'il y a 2 ans. Encore une fois, ils tiendront, mais le prix à payer serait terrible. Pour l'exécutif, il faut y voir un contre-coup après 20 mois de crise sanitaire. Les personnels de santé sont fatigués. Il y a effectivement des démissions, des absences, mais entendons-nous bien, mesdames et messieurs les sénateurs, il ne s'agit pas de fermeture de lits pour cause budgétaire. Les budgets sont là, les postes sont ouverts, mais ils ne sont pas pourvus. Le Ségur de la santé négocié après le premier confinement a mis sur la table des dizaines de milliards d'euros pour le système de santé. Un simple rattrapage après une décennie de rabots budgétaires pour de nombreux soignants. Sébastien Ligné, qui est responsable de cette situation dramatique à l'hôpital? Est-ce que c'est une responsabilité collective d'ailleurs peut-être? En tout cas, c'est une responsabilité de 40 ans de gouvernance politique. Là, on ne va pas simplement attaquer Emmanuel Macron. Quoique sur le sujet de l'hôpital public, Emmanuel Macron fait exactement la même stratégie que d'habitude. C'est-à-dire qu'il donne des miettes et il achète le silence et au passage le 19 milliards d'euros quand même le Ségur de la santé. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est des miettes. Il l'a fait pour les Gilets jaunes, où on a bien vu que ça n'a réglé aucun problème. Il l'a fait encore récemment avec le fameux chèque inflation. Et il l'a fait avec le Ségur de la santé qui ne règle absolument pas les problèmes systémiques. Parce que c'est un problème systémique. C'est-à-dire que pendant 40 ans, on a tenté, et quand je dis on, c'est les gouvernements successifs, ont tenté de détruire l'hôpital public. Ça passe par le gouvernement Sarkozy avec cette absurde recherche de la rentabilité, comme si l'hôpital public avait comme mission d'être rentable, alors que l'hôpital public n'a pas comme mission d'être rentable. Là, vous parlez de la tarification à l'acte. Exactement. Ça passe par la fermeture de lits qui s'est accentuée pendant le Covid. Ça passe par la pression qui a été mise sur les aides-soignants et les infirmiers, qu'on a poussé à la démission, voire qu'on a obligé à se faire vacciner. Tout ça amène à une solution où depuis 40 ans, on essaye de détruire l'hôpital public alors qu'on ne traite pas les problèmes à la source. Rapidement, 2 problèmes simples, la fraude sociale et les abus du système. Aujourd'hui, on connaît évidemment les chiffres de Charles Prats. 1 milliard, c'est le coût de l'aide médicale d'urgence de l'État pour les clandestins. 1 milliard. Pour la première fois, ça a dépassé le milliard symbolique l'année dernière. Autre chiffre, 20 à 50 milliards d'euros dans la fraude sociale. Dans la fraude aux cartes vitales. Il y a plusieurs millions de cartes vitales qui sont en activité en France. Ça coûte des milliards d'euros à la France. Aujourd'hui, on passe notre temps à dire... Des chiffres qui, d'après le gouvernement, sont surévalués. Oui, d'après le gouvernement, mais on passe notre temps à attaquer les personnes, alors que le problème, il est systémique. Je vois que ça fait réagir William T, alors je vous donne la parole. Moi, je pense que c'est pas. D'habitude, je suis d'accord avec vous. C'est uniquement sur la question de l'hôpital. L'hôpital public, de la santé globalement, c'est à peu près 300 milliards d'euros de dépenses. Donc, c'est pas avec 1 milliard d'euros ou 1 milliard d'euros par-ci ou par-là. Enfin, 50, on commence à parler. Non, mais c'est pas ça qui va sauver l'hôpital public. La difficulté de l'hôpital public, c'est la mise en cause du système. À partir du moment où on a un vieillissement de la population et qu'on a une prise en charge qui est de plus en plus importante avec des soins spécifiques qui coûtent de plus en plus cher, de toute façon, le système de l'hôpital public est en faillite. Il n'est infinançable
depuis le début des années 2000. C'était Alain Juppé qui s'était heurté dessus avec les fameuses manifestations de Juppé en 95, et c'est ce qui avait conduit à sa perte en 97. Et c'est ensuite Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron qui ont essayé de réduire les coûts, parce que de toute façon, les Français n'ont pas envie de payer l'hôpital public. Parce que comment on fait pour payer l'hôpital public? C'est à travers des cotisations sociales et des cotisations patronales. À partir du moment où les Français ont vu que la cotisation patronale et cotisation sociale réduisaient le pouvoir d'achat et réduisaient la compétitivité des entreprises, on a fait le choix collectif de les réduire pour favoriser l'emploi et la compétitivité des entreprises. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas contester le fait que ces gouvernements ont fait ce type de choix politique. La difficulté qu'on a, je pense que c'est vers ce système qu'on devra aller, c'est qu'il faut réduire la part de l'hôpital public à partir du moment où on réduira les soins et choisir les soins qu'on accepte de prendre en charge collectivement, parce qu'on n'a pas les moyens. Ça, c'est le discours de François Fillon en 2017. En fonction d'un gros rhume ou d'un petit rhume, on sera remboursé ou on ne le sera pas. Non, mais c'est simple, il faut dire la vérité aux Français. L'hôpital public est en faillite. On ne le paiera pas. On n'augmentera pas les impôts, on n'augmentera pas le poids des prélèvements obligatoires sur les entreprises, parce que de toute façon, elles ne tiendront pas le choc. Les personnes n'accepteront pas de payer les impôts parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les impôts, parce qu'ils ont déjà du mal à terminer leur fin de mois. On l'a vu avec le chèque inflation. Donc comment vous voulez faire en rajoutant de l'argent? Parce que l'argent, à chaque fois qu'on rajoute, il vient de qui, ces fameux 19 milliards d'euros? Il vient des Français, il vient du travail des Français. Donc quelqu'un va bien payer, et il faut dire la vérité. Et donc le seul moyen qu'on a, c'est de faire des réformes systémique et notamment de réduire la part administrative, parce qu'il faut prendre en compte que 31% du budget de l'hôpital public va dans les infrastructures et va dans l'administratif. Et c'est cette part-là qu'on doit réduire, parce que je rajouterai juste un mot dessus. Quand on compare nos dépenses de santé par rapport à l'Allemagne, on dépense autant que l'Allemagne par habitant. Seulement, les médecins allemands sont payés 30% de plus cher que les David Corsero, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à plus ou moins long terme, il va falloir que les personnes qui ont les moyens, les plus aisés, eh bien, se prennent en charge concernant leur santé. Moi, je pense qu'il y a un autre souci. Quand on n'a pas parlé, je vais répondre à votre question. C'est une crise à la vocation. Le métier d'aide-soignant d'infirmière ne fait plus rêver. Il faut le dire, je pense. Et on a un souci. Pourquoi ? Non, mais oui, justement, c'est un vrai souci. C'est un souci qui n'est pas que français. Hein. Regardez, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays européens où tout ce qui est aide-soignant et infirmière s'en vont et vont ailleurs. On a un autre souci. Je ne sais pas si vous connaissez le système à la française, où quand vous étiez étudiant, où vous pouviez faire vos études à l'hôpital, ce qui vous payait votre étude, et vous deviez à l'hôpital 1 an ou 2 ans pour avoir votre diplôme. Ce système-là ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça c'est le premier point. Après, on a un deuxième problème, vous l'avez dit juste avant. Le Ségur de la santé, c'était pour rattraper le rattrapage des années passées, parce qu'ils étaient moins bien payés. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie notamment concurrence. Les écarts de salaire importants. Exactement. Il y a une vraie concurrence aujourd'hui avec le secteur privé et les cliniques qui piquent énormément de médecins. Parce que si on a bien un pays où il faut qu'on soit fier de notre médecine, c'est bien en France. Je pense que là, aujourd'hui, tout le monde va être d'accord. Et ça, c'est un autre problème. Et après, vous avez abordé le point. Le problème du point, c'est qu'aujourd'hui, on pallie sur le fait, en train de se dire, quand on fait de la santé, je suis désolé, on ne doit pas compter. La facturation à l'acte que M. Larcher a mise en place dans la santé publique des Français, il faut le dire aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un échec. C'est un échec et qui se ressent aujourd'hui. Et je vais aller encore plus loin. Si on devait appliquer le programme de M. Fillon, c'est 500 000 emplois qui étaient supprimés. Voilà, mais ça, on ne le dit pas. Aujourd'hui, je suis bien content que M. Fillon n'ait pas été élu, parce que comment serait notre système de santé avec les 500 000 emplois qu'il aura dû supprimer? Eh ben voilà, aujourd'hui. Anne-Héry Le Pallec va répondre peut-être. Oui, moi je suis présidente du conseil de surveillance d'un hôpital. Un établissement d'aval, donc c'est-à-dire pas un établissement dans lequel on fait des soins lourds, mais où on prend plutôt des gens en suite d'hospitalisation. Bien. Aujourd'hui, on cherche des infirmiers, des aides-soignants, du personnel hospitalier, donc à l'hôpital. Et je regardais dans les hôpitaux autour de chez moi, qui sont l'hôpital André Mignot à Versailles, l'hôpital de Rambouillet, tous les hôpitaux sont dans la même situation. Il y a un besoin de personnel énorme. Clinique, c'est pareil. Donc la concurrence, effectivement, mais il y a autant de besoins de main-d'œuvre en clinique qu'à l'hôpital. Bien. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, en France, plus de 30% du personnel, et au-delà des frais dont vous parliez tout de suite, 31% effectivement, plus de 30% du personnel est du personnel administratif. C'est-à-dire qu'il ne voit pas de la journée un patient. On parle de la suradministration hospitalière, mais je pense que là, c'est vraiment criant. On a une personne sur 3 qui est chargée de faire fonctionner administrativement l'hôpital, de faire fonctionner des instances, des conseils de surveillance, commission médicale, commission des usagers, commission de ce qui passent leur temps à se réunir. Mais pendant ce temps-là, personne n'est devant les patients. Bien. Donc, et effectivement, arrive un moment où ces charges salariales sont absolument énormes pour l'hôpital public. À côté de ça, le salaire d'une infirmière, aujourd'hui, est inférieur au salaire moyen français.
mais largement inférieur. C'est pas de quelques pourcents, hein, c'est vraiment largement inférieur. On le sait, parmi les pays, et malgré la revalorisation du Ségur, parmi les pays de l'OCDE où le salaire moyen d'un infirmier est le plus bas. C'est moins vrai chez les médecins. Et en plus, l'hôpital public, on a un problème de médecine de ville, tout le monde le sait. Le numerus clausus, effectivement... Et pardon, moi je voudrais que vous me disiez si vous reconnaissez que la droite a une responsable dans la situation actuelle de l'hôpital. Je crois qu'on est dans une situation qui s'est aggravée en 40 ans, multifactorielle. Certainement que la tarification à l'acte qui est pour quelque chose, c'est tout à fait possible, mais pas uniquement. Aujourd'hui, vous allez aux urgences, on n'est pas à l'hôpital, on fait de la bobologie aux urgences, on prend en charge tout ce qui devrait être pris en charge en médecine de ville. Or, il n'y a plus de médecins de ville, donc l'hôpital passe son temps à faire un métier qui n'est pas le sien. Donc il y a une remise à plat totale du système de santé à faire, qui part de la médecine de ville, qui part du soin infirmier, de soins à domicile. Alors précisément, David Corcero, pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'est pas saisi de ce Ségur de la santé pour remettre tout ça à plat ? Parce que là, il n'y a pas de réforme structurelle avec le Ségur de la santé. C'est toujours pareil. On a traversé quand même 2 ans de crise sanitaire qui permettent aujourd'hui de se dire que le système de santé va moins bien qu'avant. Donc on part de ce postulat qu'aujourd'hui, il fallait déjà sauvegarder le personnel qu'on avait, parce qu'aujourd'hui, après cette crise sanitaire, il y a énormément de personnel médical qui disent non, moi je ne veux plus faire ce métier-là, je veux partir, et qui s'en vont. Donc on a accentué le fait. Et deuxièmement, on a un point très important qui vient encore, vous l'avez dit juste avant, aujourd'hui il faut expliquer aux Français que les urgences sont les services qui sont le plus débordés. Et là c'est important de le dire, on ne va pas aux urgences pour n'importe quoi, sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, comme on n'arrive plus à trouver de médecins, les Français vont aux urgences tout de suite. Non mais David Corcero, pardon, pourquoi n'avez-vous pas fait de réforme structurelle de l'hôpital? C'est ça ma question. Parce qu'ils sont morts depuis Benalla. Parce que... Non, rien à voir. Si, regardez. Mais répondez à ma question, s'il vous plaît. Parce que le point qui était proposé au départ était celui qu'on a fixé, et le cap était là. Sauf qu'après, la crise sanitaire est arrivée. Comment voulez-vous réformer en pleine crise sanitaire? C'est inconcevable. Comment voulez-vous modifier les choses alors que... On peut lancer des chantiers. C'est ce qu'on a fait avec le Ségur de la santé. Il y a 2 milliards de plus qui ont été annoncés aujourd'hui. C'est qu'on continue à répondre à cette demande. Anne-Marie Le Pallec. Une seconde, vraiment un tout petit point. En plus, cette crise sanitaire a malheureusement aggravé les choses à l'hôpital, en dehors du choc dû aux hospitalisations, réanimations, etc. C'est qu'on a ouvert des centres de vaccination. Pour tenir ces centres de vaccination, on a fait appel à des infirmiers qu'on a payés 2 fois plus qu'à l'hôpital. Enfin que l'ensemble des vacations qui sont assurées par ces personnels-là. Donc qui ont fui l'hôpital, qui sont allés dans ces centres de vaccination et qui ont encore plus déshabillé l'hôpital. Je crois que la manière dont ça a été géré a encore accentuer le problème. William T. Parce qu'Emmanuel Macron a perdu tout son courage politique. C'était ça votre question. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait de réforme structurelle? Il a perdu tout son courage politique depuis l'affaire Benalla et depuis l'apparition des Gilets jaunes. En fait, il ne fait plus aucune réforme structurelle. Il fait plus aucune réforme structurelle. Il fait uniquement depuis ce qu'il appelle l'acte 2. C'est qu'en fait, dès qu'il a un problème, c'est ce qu'a dit Sébastien Linet parfaitement, c'est qu'il donne un chèque. Uniquement pour calmer la population, parce qu'il sait globalement que s'il a un problème, des gens vont venir aux Champs-Élysées. Et donc, du coup, il va avoir peur. Et moi, je vais aller sur chacun des points. Sur la réforme des retraites, il a renoncé. Il a dit dans son interview qu'il a renoncé à faire la réforme des retraites, que ce soit sur la réforme systémique ou la réforme paramétrique. Sur la réforme de l'hôpital, il voulait aller beaucoup plus loin dans son livre Révolution de 2016. Il n'est pas parti beaucoup plus loin. Sur les réformes structurelles économiques, il n'est pas parti sur aucune réforme structurelle. Il n'a pas baissé le nombre de dépenses publiques. Il n'a pas baissé les impôts. Il n'a pas baissé le nombre de fonctionnaires également. Et sur l'ensemble des points, en fait, c'est pour ça que je disais qu'Emmanuel Macron était décevant. C'était qu'en 2016-2017, les gens ont élu une sorte de Gerhard Schröder, une sorte de réformateur social-démocrate classique. Et au final, on a un petit Hollande qui s'est masqué, en fait. Et c'est pour ça que les gens sont déçus. Et actuellement, vous avez peut-être difficulté sur l'hôpital, parce que Emmanuel Macron le sait, que en fait, vous ne pouvez pas résoudre le système de l'hôpital sans faire de réforme structurelle. Mais il ne souhaite pas le faire avant son élection, parce que ça lui risquerait de lui coûter son élection. C'est comme votre logique tout à l'heure. Vous avez dit, oui, mais François Fillon, comment on fait avec les baisses de 500 000 de baisse de fonctionnaires en 2016-2017? Mais Emmanuel Macron voulait en baisser 120 000. Au final, il en a recruté 15 000 fonctionnaires. Et donc, en fait, il a renoncé à tout. Il a renoncé à ce qu'il était lui-même. Il a renoncé à l'essence de ce qu'était Emmanuel Macron réformateur. Moi, je prends juste un exemple. La une du Times en 2017. Allez-y, après, vous lui répondez. Disait qu'Emmanuel Macron pouvait devenir le prochain leader de l'Europe si par cas il a réussi à réformer la France. Au final, on sait qu'il a réussi à devenir ni le leader de l'Europe, ni à réformer la France. Vous savez, ce qui est drôle, c'est quand je vous écoute, je m'aperçois qu'aujourd'hui,
Il n'y a rien qui a été fait. Rien n'est fait dans votre sens. Mais c'est normal. On partage pas. Non, mais il y a beaucoup de réformes qui avaient été promises qui n'ont pas été faites. Ça, c'est factuel. Bon. Vous pouvez dire ce que vous voulez. La crise sanitaire a changé l'échiquier sur toutes les réformes. On a l'impression, pardon, que c'est aussi un peu une excuse facile, la crise sanitaire. Vous voyez ce que je veux dire? On peut dire, reprenons l'exemple de l'autre sens. Qui peut dire aujourd'hui qu'Emmanuel Macron n'a pas sauvé la totalité des Français pendant la crise sanitaire? Allez-y, dites-le moi. Aujourd'hui, maintenant, quelle entreprise n'a pas été soutenue? Allez-y, dites-le moi aujourd'hui. Qui peut dire le contraire aujourd'hui? Qui a eu le courage de faire ce qu'Emmanuel Macron a fait? Lui, non, mais attendez, non, mais c'est pas un courage. C'est pas un courage de dépenser. Là, on parle de la dépense publique. C'est différent. Comment pouvez-vous faire en pleine crise sanitaire? Non, mais pardon, c'est quand même plus facile de signer un chèque que de faire une réforme structurelle. Les mesures qui ont été mises en place aujourd'hui, elles bien. Ça paye le chômage au plus bas, l'économie la plus haute d'Europe, c'est nous qui l'avons, ça paye. Moi je vous le dis aujourd'hui, qui aurait été à la hauteur? François Fillon, 500 000 emplois. Non, mais on va pas refaire le débat de 2017, pardonnez-moi, là on se projette sur 2022. On doit le dire, c'est tout. Mais non, mais c'est très simple de faire ce que vous dites, parce qu'en fait, globalement, vous signez un chèque et vous avez dépensé 500 milliards d'euros pour sortir de la crise sanitaire. Vous auriez fait quoi? Donnez-nous. Mais quand on compare les pays, parce que c'est simple, maintenant, comme c'est une crise systémique, la crise sanitaire, c'est-à-dire que ça frappait tous les pays en même temps, on peut comparer la situation française par rapport aux autres. Il faut qu'on regarde la dette française, je veux qu'à 67 ans, on va donner la parole à Sébastien Ligné. On mettra 67 ans à rembourser et l'Allemagne mettra 7 ans. Sébastien Ligné maintenant s'exprime. On va calmer un petit peu les débats ou pas. Mais je trouve que cette crise, au-delà de la crise de l'hôpital, elle a montré quelque chose d'assez intéressant qu'on voit dans beaucoup de pays d'ailleurs. C'est l'effet néfaste, voire très néfaste, du gouvernement sur la santé. C'est-à-dire que la crise sanitaire a mis en exergue quelque chose d'assez grave, c'est que l'État s'est supplanté aux médecins. Et on le voit encore avec le pass sanitaire. On ne sait pas ce qu'il va nous annoncer mardi. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le pass sanitaire, dans son existence même, il n'est justifié scientifiquement par rien, par aucune donnée. Rien scientifiquement ne justifie le pass sanitaire. Souvenez-vous, quand il a été instauré il y a 6 mois, on nous disait c'était pour permettre aux bons Français, comprenez les Français qui se font vacciner, de continuer leur vie, contrairement aux mauvais Français. Et en fait, non, on se rend compte qu'aujourd'hui, les bons et les mauvais Français, les vaccinés et les non-vaccinés, transmettent autant. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pass sanitaire, scientifiquement, il n'a aucune raison d'exister. Et on voit bien qu'avec les tests payants, c'est pareil. Quand l'État va plus loin que la médecine et quand l'État empêche les médecins de travailler. Allez, puisque rapidement, pour conclure, je donne la parole à... Rapidement, il faut qu'on rende l'antenne. Quand on empêche les gens de se faire tester, on empêche les médecins de travailler. Anne-Héry Le Pallec, très rapidement, le prochain président de la République, il faudra qu'il fasse une réforme structurelle, ça c'est obligatoire, on n'y coupera pas. Sur la santé, oui, en partant de la ville jusqu'à l'hôpital et les soins aval et la prise en charge à domicile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Soir Info. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouvez Christine Kelly pour la belle histoire de France. Passez une très belle soirée. Merci.